Salut tout le monde, c'est Sam Red Shoes et vous regardez la vidéo des résultats et de mes analyses de WWE SummerSlam qui a eu lieu dimanche dernier. Je sais, cette vidéo arrive avec du retard parce que en fait j'ai déjà regardé SummerSlam en 2 fois. Enfin, il manquait juste le main event que j'ai regardé lundi midi pendant ma pause déjeuner. Et du coup, ça a décalé un petit peu le reste pour Raw et pour SmackDown. Ça a pris du temps. J'ai fini de regarder SmackDown hier soir. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit ce midi. Mais j'ai pris suffisamment de notes pour vous faire quelque chose d'à peu près propre. Et donc, on a beaucoup de choses à discuter. Je suis en train de faire exactement le même intro que la dernière fois. C'est-à-dire que je dis qu'on va discuter alors qu'en fait, je suis le seul à parler dans cette vidéo, bien évidemment. SummerSlam, on va commencer par ça. Donc c'était dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Et bien évidemment, vu que c'est le deuxième show le plus important niveau pay-per-view de WWE, il commençait, le pré-show durait 2 heures et commençait à 23 heures. Donc moi je suis arrivé à 23h40, donc j'ai raté le début du pré-show et je suis arrivé pendant le match, un des matchs pré-show. Donc c'était les Usos, American Alpha et les Hype Bros qui affrontaient The Ascension, Breezango et les Vaudevillains. Alors bien sûr, vu que j'arrive pendant le match, je suis arrivé à la fin du match pour être plus précis. Parce que c'est vrai que j'étais pas très rencardé au niveau des horaires. Moi je m'attendais à ce que le pré-show commence 1 heure plus tôt, genre à minuit, et qu'on ait un show qui dure 4 heures. En fait on a eu 2 heures de pré-show et 4 heures de show complet. Donc en tout ça m'a fait 6 heures de catch, ce qui est quand même assez conséquent. Mais bon voilà, j'ai quand même continué à regarder ça. Donc le match plutôt cool, mais je peux pas mettre de notes parce que j'ai pas vu tout le match. C'est une victoire des Usos qui ont un petit peu volé le tag à American Alpha. Donc on aurait pu présager une suite de début de rivalité entre The Usos et American Alpha, qui sont un petit peu les deux grandes équipes de SmackDown. Mais donc vous le verrez plus tard, c'est pas ce qui s'est produit. Donc comme d'hab, on avait le panel du kick-off, donc Renee Young, Jerry Lawler, Byron Saxton, Booker T et Lita. Baron Corbin est arrivé en plein milieu du kick-off et a annoncé sur le plateau du kick-off comme quoi Kalisto était blessé pour ce soir et qu'il était pas médicalement pas clair pas apte à concourir ce soir. Donc du coup il n'aura pas eu de match. Donc il est venu en gros râler, rester dans son personnage, mais expliquer qu'il y aura pas de match non plus. Donc ça fait Kalisto qui est déjà blessé. On a enchaîné avec le Q&A avec Sasha Banks. Donc comme d'habitude, on n'apprend pas grand chose. Je vous ai déjà expliqué ce que je pensais du Q&A Twitter avec Tom Phillips. Après on a eu les Dudley Boys contre Sami Zayn et Neville. Neville, je sais pas comment vous le prononcez vous. Le match était bon. On a eu une petite bauche qui a été cachée par beaucoup d'autres bons mouvements. Un début d'équipe entre Sami Zayn et Neville qui est intéressant. Chacun met en avant ses attributs grâce à l'autre. Ils les sont améliorés grâce à l'autre. Donc je pense que ça peut avoir un certain futur. C'est quelque chose auquel je m'attendais pas, cette équipe entre Sami Zayn et Neville. Ça s'est fait un petit peu à la va-vite, mais pour l'instant ça en est ressorti des assez bonnes choses. 50-50 au niveau du temps dans le ring entre les deux équipes et entre les deux catcheurs de chaque équipe. On n'a pas eu beaucoup de nouveaux mouvements, en tout cas de la part des Dudley Boys, et ni de la part de Sami Zayn ou de Neville. Je veux dire des mouvements individuels. On est des mouvements ensemble, mais pas de nouveaux mouvements individuels. Donc c'était le genre de choses qu'on aurait pu voir à Raw. Non, pas à SmackDown, parce que du coup ils sont à Raw. Victoire de Sami Zayn et de Neville. Donc Uleva Kick de Sami Zayn et puis Red Arrow de Neville. Je pense qu'il y a un futur pour cette nouvelle équipe. Et puis peut-être pas forcément rentrer dans une course au titre par équipe tout de suite, mais au moins ça nous permettra de booker des deux catcheurs assez facilement. J'espère juste qu'ils vont pas trop descendre dans la mid-card, parce que Neville et Sami Zayn ne le méritent pas du tout. On a eu ensuite Sheamus contre Cesaro, donc c'était le premier des Best of 7 Series match entre les deux gars. Donc peu importe qui gagnait, L'essentiel c'était juste de se dire que celui qui gagne le premier match aurait peut-être un avantage psychologique, mais c'est encore une fois c'est dans les personnages, donc dans la storyline, mais ça avait pas grande importance, je trouve. Les commentateurs en ont fait tout un plat, c'est pas vraiment mon avis. Donc le match était un petit peu ralenti par Sheamus. Alors c'est à la fois dû au catch du gars et aussi dû au côté heel, bien sûr. Il en profite pour narguer le public, à son personnage, tout ça. Déjà long à mettre en place.
Mais une bonne fin de match très propre et puis et qu'est-ce que j'ai marqué et je sais pas. Donc c'est Sheamus qui gagne par Brogue Kick après avoir triché sur Cesaro. On lui mettant les doigts dans les yeux. Donc première victoire. Donc on n'a pas eu de match le lendemain à Raw. Donc je pense que ça va continuer. J'espère qu'on en aura la semaine prochaine. J'ai pas envie que ça tire sur un par pay-per-view parce que sinon ça finit à SummerSlam et les autres catcheurs ont autre chose enfin Cesaro et Sheamus ont peut-être autre chose à foutre que de s'affronter pendant 7-8 mois. J'ai mis 3,5 sur 5 comme pour Dudley Boyz et Sami Zayn et Neville, 3,5 sur 5 parce que bah voilà, pour moi c'est une note un petit peu plus que la moyenne. Pour moi en général je pars avec un avis de 3 sur 5 et la note évolue en fonction de comment le match se passe. Donc je pars jamais à 2,5, je pars toujours à 3 et donc j'évalue au fur et à mesure. Donc ça c'était le dernier match avant le début du show. Donc le show a démarré avec Enzo et Cass contre Chris Jericho et Kevin Owens qui s'appelle l'équipe Jericho, enfin KO, enfin vous avez compris le jeu de mots. Le match correct, mais sans plus. Il n'a pas vraiment décollé, donc c'est une victoire de Jericho après une botch qui a bien fait chier Chris Jericho, on l'a vu. Alors comment ça a terminé, je sais plus, un espèce de code breaker qui a été mal posé. Bon, apparemment ça a l'air de vraiment rester une équipe, hein, Chris Jericho et Kevin Owens, hein, c'était pas du tout ce que j'avais pensé. Je suis pas convaincu, je les trouve pas convaincants de toute façon en tout cas. Ça rentre absolument pas dans leur personnage de mec solitaire et qui déteste tout le monde et qui en a strictement rien à foutre, parce que les deux ils ont un personnage qui est assez semblable dans le fond et à part ça, je vois pas ce qui pourrait les rassembler quoi en fait. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment un peu mal avec cette équipe au niveau de la cohésion, enfin de la cohérence plutôt, pas de la cohésion, de la cohérence de l'existence de cette équipe. 3 sur 5 à ce match-là parce que ça a pas vraiment fonctionné. Du coup, ça m'a fait réfléchir. Je me suis demandé s'il avait ce que la WWE avait en tête pour Raw, parce que ça fait quand même 2 équipes qu'elle vient de créer en très très peu de temps. Je viens de virer une fourmi qui avait sur mon ordinateur. Donc ça m'a fait me poser quelques questions, on verra bien ce que ça nous propose par la suite. Après on a eu Sasha Banks pour le titre des femmes qui affrontait Charlotte. Le match était excellent d'un bout à l'autre, des super mouvements, j'ai eu 2-3 moments de choc, enfin de peur sur un mouvement qui a failli être, qui était tellement impressionnant, j'ai cru qu'il y en a une qui allait se tuer quoi, mais c'est difficile à vous expliquer sans vous montrer des photos bien sûr, mais j'ai eu 2-3 moments de sursaut quand même, hein, où j'ai vraiment eu peur pour ce qu'elles ont tenté. On a eu une petite botch, mais voilà, c'est vraiment comparé à la qualité qu'on a eu sur le reste du match, on va pas en tenir compte quoi. Pas mal d'échanges de lead, ce qui est une bonne chose parce qu'en général, on a souvent le face qui prend le lead sur le début du match. Après on a une partie où c'est le catcher heel qui prend le lead et puis à la fin c'est le face et après ça s'échange un petit peu en fin de match. C'est un petit peu la règle du 3 mais voilà, vous avez compris. Mais là il n'y a pas eu genre début milieu fin, c'était vraiment chacun son tour donc ça rapporte un certain dynamisme au match et c'était très agréable. On a eu un final, du coup j'ai marqué très bon final, mais du coup ça remonte à loin, je sais plus exactement ce qui s'est passé. Donc du coup c'est Charlotte par contre qui a gagné après son finisher The Natural Selection. Je pense que le résultat du match ça a dû être changé pendant le match ou alors juste avant, parce que je crois que apparemment Sasha Banks était partie pour avoir un long règne de titre des femmes, et alors soit elle a été blessée pendant le match, soit c'est l'accumulation de plusieurs petites blessures. Mais en tout cas la WWE lui a fait perdre son titre. Apparemment aujourd'hui elle est déclarée comme étant blessée. Alors je sais pas si elle se remet de blessure ou si elle était blessée ce soir là, mais en tout cas apparemment elle sera absente pendant 2 mois. Donc je pense que ça a joué dans le fait que Sasha Banks ait dû ait perdu son titre à SummerSlam. Mais n'empêche que 4,5 sur 5 parce que c'était vraiment un super match, c'était le meilleur match de la soirée. J'ai trouvé ça presque dommage qu'il soit si tôt dans la soirée, parce que c'est en deuxième match. Il y avait quand même 13 matchs qui étaient prévus pour SummerSlam, ce qui est quand même pas rien. Ça en fait plus de 2 par heure, donc voilà quoi.
Après, on a eu qu'est-ce qu'on a eu? Le Miz et Apollo Crews pour le titre intercontinental. Alors ça m'a fait remarquer d'ailleurs parce que je me suis posé un peu la question. On a maintenant quand on a des shows, on a à la fois donc les commentateurs de Raw et ceux de SmackDown, chacun à une table et chaque commentateur commente les matchs de son roster en fait. C'est-à-dire par exemple le match pour le titre intercontinental, c'était Mauro Ranallo, qui c'est d'autre qui y avait, JBL et puis j'ai bouffé le nom du dernier, je ne sais plus. David Otunga, voilà. Et donc, puis donc c'est à SmackDown, et puis à Raw, donc on a Michael Cole, Byron Saxton et Corey Graves. Donc, le titre intercontinental. Apollo Crews a eu le lead pendant tout le match, et il a sorti des super trucs. Le match commençait vraiment à décoller, à devenir super intéressant. Et puis là, à un moment donné, on a une intervention de Maryse qui vient faire chier Apollo Crews. Du coup, ça le déconcentre. Du coup, Skull Crushing Finale du Miz. 1, 2, 3 et victoire comme ça. Le Miz a pas fait grand chose pendant ce match-là. C'est vraiment dommage parce que Apollo Crews a quand même pu montrer ce dont il était capable. C'est très propre ce qu'il fait. Il n'y a pas eu de réponse du Miz. Et malheureusement, j'ai l'impression que cette rivalité est déjà terminée de ce qu'on en a vu à SmackDown. Ce que je trouve amplement dommage. J'ai mis 2,5 sur 5 à ce match-là. Parce que déçu que ça se termine de cette façon-là. Je vais passer à la suite. Il faut juste que je tourne ma feuille. Donc après, on a eu AJ Styles contre John Cena, qui était lui aussi un très très bon match, à qui j'ai mis 4 sur 5. Parce qu'on a vu du nouveau chez John Cena. On a eu un très très grand AJ Styles. Alors le problème avec ces matchs-là, et en particulier avec John Cena ou des catcheurs comme Randy Orton, ou vraiment des gros top catchers, ou Roman Reigns aussi, c'est l'exemple parfait, c'est qu'à la base, ce qu'on appelle un finisher ou un mouvement de finition, par exemple Attitude Adjustment pour John Cena, c'est censé être le coup fatal et terminer, donner automatiquement la victoire. Alors je peux comprendre que de temps en temps il y en ait un qui s'en sortent, mais plus les temps passent et moins les finishers ont d'effet. Et c'était un petit peu la surenchère pendant le match. Alors certes, ça peut donner à des dégagés de tombées qui peuvent être assez inattendus. Mais le problème, c'est qu'on reste toujours dans cette surenchère de combien de attitude adjustment, de combien de style clash on va se sortir. Enfin, c'est ça a commencé avec Triple H et l'Undertaker a vraiment se populariser ou Shawn Michaels plutôt, quand Shawn Michaels s'est sorti du Tombstone Pile Driver ou d'un Switch in Music. Enfin, il y a cette surenchère de finishers qui sont pas efficaces, du coup on en refait, et c'est voilà, donc par exemple là pour ce match-là, John Cena a sorti son super attitude adjustment, donc il se met debout sur la deuxième corde, il le pose sur AJ Styles, et là AJ Styles s'en sort. C'est la première personne à pouvoir le faire. Alors certes, ça donne une dimension assez énorme au catcher et au match, mais le problème c'est que ça va aller en grandissant. À un moment donné, John Cena va falloir qu'il fasse des attitude adjustment du toit de la cellule de Hell in a Cell pour que ça fonctionne, quoi. C'est ça que je trouve vraiment dommage, et je suis pas le seul à le penser. Bon pareil, j'ai mis quelque chose pour la fin du match, mais bien évidemment je ne m'en rappelle plus. Mais c'est AJ Styles qui a gagné, donc du coup, il reprend sa place de leader de SmackDown. Enfin, il prend la place de John Cena, en tout cas de visage de la WWE, hein, c'est comme ça qu'il se décrit. John Cena, donc une fois que AJ Styles s'est barré, il a laissé son brassard Never Give Up au bord du ring, enfin au milieu du ring, et il s'est barré. Il n'est pas apparu à SmackDown d'ailleurs cette semaine. Donc on sait toujours pas ce que ça signifie. Je sais pas si c'est une retraite de John Cena, ça m'étonnerait parce que il a encore l'âge de continuer. Alors après peut-être qu'il nous cache une blessure à la Daniel Bryan qui l'empêchera de continuer, j'en sais rien. Mais voilà, le match très bon qui a fait sursauter vraiment tout le monde. Encore une fois, voilà, le petit point négatif, c'est cette surenchère de finisher dont je viens de vous parler. Mais moi voilà, je vous invite vraiment à revoir ce match-là et celui des femmes, parce qu'ils étaient tous les deux vraiment intéressants. Après on a Jon Stewart qui apparaît sur le ring et puis qui vient pour présenter le match suivant. Donc il présente The New Day et c'est Luke Gallows et Karl Anderson qui arrivent juste derrière. Donc The New Day, donc vous savez, composé de Kofi Kingston
et de Xavier Woods, puisque Biggie était blessé. Alors bien sûr, ça fait partie de la storyline. J'avais pensé qu'il reviendrait pendant ce match-là. Donc pendant ce match-là, j'ai pas vu grand-chose pour être tout à fait franc, parce que je commençais à m'endormir, donc j'ai pas pris de notes énormément. Je peux pas mettre de notes chiffrées non plus pour les mêmes raisons. Et je me rappelle en tout cas même te réveiller vers la fin du match vraiment, ou sur un moment où un moment de lead de Carl Anderson et de Luke Gallows, ils ont attrapé Jon Stewart qui venait défendre le New Day, et ils étaient sur le point de lui faire éclater les burnes contre le coin du ring comme ils avaient fait à Biggie. Et puis là d'un seul coup la musique de New Day retentit et c'est Biggie qui apparaît pour mettre KO Carl Anderson et puis Luke Gallows et célébrer avec ses deux compères. Donc Biggie est de retour. Alors certes ils ont perdu par disqualification, donc du coup ça laisse Luke Gallows et Carl Anderson dans la course au titre pour l'instant. Je pense plus que ce match a servi au retour de Biggie et à la continuité de cette rivalité. Mais voilà, comme je vous ai dit, je ne peux pas mettre de notes, donc je vais faire que de parler de la suite. Après, on a enchaîné avec le match pour le titre WWE. Oui, moi aussi, ça m'a énormément surpris, ça m'a fait râler, parce que c'est le titre suprême de la WWE. Pour moi, c'est le titre qui est au-dessus de celui qui va être arrivé à Raw, donc le titre universel. Et on est en plein milieu du show, c'est 3h du mat, il reste encore 2 heures de show, et on nous sort tout de suite le match pour le titre ultime de la WWE. Je me suis demandé, mais pourquoi quoi donc je me suis dit avec un peu de chance, on va quand même nous mettre le titre universel en main event. Et ben donc pas du tout, parce que du coup le titre universel est arrivé seulement 2 matchs plus tard. C'est le main event, c'était Brock Lesnar et Randy Orton, mais je vais y revenir plus tard. Donc Dolph Ziggler contre Dean Ambrose contre Dolph Ziggler pour le titre WWE. Un match trop court, pas assez énorme pour un titre WWE. On n'avait pas beaucoup de prises de finition, alors juste une seule, voilà. Donc c'est vous dire l'usage abusif qu'on a de John Cena par rapport aux autres catcheurs, parce que voilà, il y a eu juste un Dirty Deeds à un moment donné de Dean Ambrose sur Dolph Ziggler et c'était terminé quoi. Ça a surpris pas mal de gens dans le public et on n'a pas eu grand chose de nouveau non plus d'ailleurs à se mettre sous la dent pendant ce match là niveau mouvement in-ring. J'ai trouvé ça vraiment dommage que ce titre perde de valeur pour la WWE au point de le mettre en plein milieu d'un show et d'avoir un match si court. J'ai mis 3 sur 5 et pas plus, et j'ai vraiment pas pris beaucoup de notes parce que il y avait pas de saveur vraiment à ce match là. C'était bien, hein, c'était propre, hein. J'ai mis 3 sur 5 parce que c'est la note moyenne. Il y avait du bon, il y avait du mauvais, mais il n'y a pas grand chose vraiment qui en est ressorti. Après on a eu Naomi, Carmella et Becky Lynch qui affrontaient Natalia, Alexa Bliss et Eva Marie. Alors j'avais fait une prédiction pour ce match-là, mais je l'ai supprimé au moment du montage parce que au moment où je montais la vidéo de prédiction, Eva Marie a été déclarée suspendue. Donc du coup je me suis dit que le match n'aurait pas lieu. De plus, quand on est dans le point anecdote, on va dire entre guillemets. C'est pas une anecdote, mais ça me fait chier. Je trouve ça dommage de mettre ce match-là qui n'a strictement aucun intérêt, si ce n'est de montrer les divas de SmackDown, de le mettre déjà d'une part après, mais vraiment bien après le titre des femmes de Raw, et de le mettre juste derrière le titre WWE. Il aurait dû apparaître beaucoup plus tôt, ce match-là. Bref. Apparemment le match a continué, n'a pas été déprogrammé, donc on a bien eu Naomi, Carmella, Becky Lynch, Natalia, Alexa Bliss. Là il y a la musique d'Eva Marie qui arrive. Non mais évitez la blague, je veux dire, tout le monde sait qu'elle est suspendue, faites pas la blague. Et puis en plus ils ont dit qu'elle était qu'est-ce qu'ils ont dit déjà? Ils ont fait sa fausse entrée. Enfin, ils ont sorti une connerie comme quoi elle pourrait pas venir aujourd'hui, qu'elle était blessée ou qu'elle va venir revenir ou j'en sais rien quoi. Et donc du coup nouvelle arrivante et qui revient donc à SmackDown. Nikki Bella qui enfin s'est remis de sa blessure au cou. Alors je pense que son retour a été anticipé à cause de la blessure d'Eva Marie, de la suspension d'Eva Marie. Voilà, moi c'était une bonne chose pour le show en tout cas. Il y a beaucoup de filles qui ont crié parce qu'ils ont vu leur idole arriver. Je suis pas plus fan de Nikki Bella, si ce n'est de ses formes. Donc voilà, le match sans plus.
une bonne répartition des temps de ring, ça faut le dire quand même quand c'est le cas, parce que c'est pas facile à 6. Une victoire donc de Nikki Bella, ce qui en soit logique pour confirmer bien sûr son retour. Je pense qu'avec le temps vous comprendrez ma logique de pensée quant au retour des catcheurs. C'est logique qu'ils gagnent juste derrière leur retour. Donc voilà. Pas grand chose à dire sur ce match-là. C'était moi à la base c'était pour Naomi, Carmella et Becky Lynch parce que c'est les fakes, c'est parce que c'est SummerSlam, c'est la fête de l'été, tout ça. Je pense que c'est ce qui était prévu. De toute façon, ce match n'a pas vraiment de sens puisque ce sont 6 divas qui vont se réaffronter dans les semaines qui suivent et dans les années qui suivent à SmackDown. Donc peu importe qui gagne, c'était juste un côté promotionnel pour les femmes de SmackDown. Juste après, on nous annonce que le main event est, l'autre main event, le match pour les titres universels est juste après. Donc je commence à me dire, non, c'est une blague, c'est quand même pas possible. Et bah si, Seth Rollins contre Finn Balor pour le titre WWE universel. Ouais. Je vais revenir dessus sur le fait que ce soit Brock Lesnar qui soit en main event. Je reviendrai dessus quand j'arriverai à ce match-là. Bref, on nous présente la ceinture qui est d'une laideur monstrueuse, car absolument pas de nouveau design, hein, c'est juste la ceinture WWE avec le cuir rouge, hein, bien sûr, au lieu que ce soit un cuir noir. Donc on a un cuir rouge parce que c'est raw, et c'est moche, c'est très très moche. La WWE c'est vraiment pas foulé dessus. La même chose pour les titres qui sont arrivés à SmackDown, mais je vais y venir quand je ferai ma sélection sur SmackDown. J'ai pas trouvé le match plus divertissant que ça. Alors c'était peut-être dû à ma fatigue aussi, mais c'était quand même assez ennuyeux et pas très rythmé. Et ce que je trouve très décevant de la part de Finn Balor et de Seth Rollins. C'était un des premiers matchs qui a été programmé pour SummerSlam, à part Brandi Orton et Brock Lesnar. On nous a fait une pub et une promo qui était quand même super intéressante pour ce match-là. Alors après, Finn Balor a donc été blessé pendant ce match-là à l'épaule. Je ne sais pas si c'est arrivé en début du match ou en fin de match. Apparemment, c'était sur une des powerbombs de Seth Rollins, donc ce serait arrivé un petit peu vers les 3/4 du match. Mais on n'a pas eu énormément de choses qui ressortaient de ce match-là. C'était pas très rythmé, on a eu des mouvements propres, hein, certes. Alors, Finn Balor gagne, pour être tout à fait franc avec vous, moi je m'y attendais vraiment pas. Je voulais vraiment que Seth Rollins gagne et que Finn Balor ait besoin de plus de temps, mais ils ont décidé de le faire gagner quand même. Alors, bien sûr, ça n'a pas duré beaucoup, je vais vous expliquer pourquoi. Avec son coup de grâce, que les Allemands appellent coup de gras. Les Allemands, bien sûr, les Américains, oui, ils appellent ça coup de gras. Donc j'ai trouvé ça cool pour la suite. Voilà, comme j'ai dit, je suis Desta de la préçue des catcheurs. Je trouve ça un peu dommage, voilà, comme je l'ai dit, de nous faire un gros build-up et de nous le promouvoir à mort pour finalement que ce soit si peu divertissant que ça. Voilà, comme je vous le dis, j'ai été déçu. J'en attendais vraiment beaucoup plus, surtout de la part de ces deux catcheurs-là qui ont quand même l'habitude de nous sortir des gros matchs, surtout pour les deux. Donc voilà, victoire donc quand même de Finn Balor, ce qui était un grand moment de fête. Par contre, sa peinture était vraiment pas belle ce soir-là. Mais ça c'est encore un détail auquel je m'attache et auquel je suis peut-être le seul à m'attacher. Bref, Rusev contre Roman Reigns pour le titre des États-Unis. Le match n'a pas eu lieu puisque Rusev a directement attaqué Roman Reigns et puis s'est fait défoncer juste après par Roman Reigns. Donc voilà. Le match n'a même pas démarré, il n'y a même pas de no contest, il n'y a de rien du tout, donc cette feud est amenée à continuer. Enfin, j'espère, mais je trouve ça un peu dommage, pareil, de nous faire du teasing pour une rivalité qui valait le coup. En plus, j'étais content que Roman Reigns se trouve à peu près dans la mid-card maintenant, parce que c'est là où il doit être, selon moi. Et pas de match du tout. Donc on va passer au main event. Alors le main event, donc je l'ai regardé le lendemain, j'ai allumé et là je vois il reste un quart d'heure de show. Je fais pardon, le main event Brock Lesnar, Randy Orton, il reste un quart d'heure. Ouh là là, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Bon, déjà première chose, Brock Lesnar qui revient 2 fois par an.
pour SummerSlam et pour WrestleMania, qu'on lui offre un main event comme ça, c'est quand même abusé. Hein. Surtout que, d'une, déjà, il se casse pas le cul à faire des matchs propres, il se casse pas le cul tout court, à apparaître, à faire beaucoup de promos, c'est Paul Heyman qui le fait pour lui. 2-3, en plus il a fait le con, il a été suspendu de l'UFC ou je sais pas quoi pour une histoire de drogue. Ensuite, parlons du match, ce match-là n'a strictement aucun sens d'être programmé. Si ce n'est que pour le retour de Randy Orton, mais je veux dire, fallait pas le faire comme ça. Je pense que ce match a été créé autour de Brock Lesnar, pour Brock Lesnar. C'est pas un main event qui est mérité, en tout cas. Pour moi, ils auraient dû mettre Finn Balor et Seth Rollins. Alors, et là, pour le coup, ça aurait vraiment terminé en grosse fête. Alors, bon, bien sûr, Finn Balor a dû rendre le titre le lendemain, mais en tout cas, la fin de SummerSlam aurait été vraiment appréciable parce que là, pour moi, c'était pas le cas. Bon, j'espérais en tout cas que le main event vaudrait le coup. Parce que ça me faisait clairement chier qu'il soit passé devant tout le reste pour et en plus si ça avait été un match d'OB, voilà, ça m'aurait vraiment beaucoup fait chier. Donc voilà, ça m'a surpris déjà qu'il reste 15 minutes. Donc je commence à regarder le match et on commence déjà avec 5-6 German suplex. Randy Orton passe à travers la table des commentateurs. Et puis il sort son RKO de nulle part sur l'autre table des commentateurs qui elle par contre ne casse pas. Deuxième RKO et puis donc Randy Orton ramène Brock Lesnar sur le ring, il fait le tomber, Brock Lesnar s'en sort. F5 et Randy Orton s'en sort. Et puis à un moment donné, Brock Lesnar décide de s'acharner et d'enlever ses gants, il envoie des coups de poing et des coups de coude sur le front de Randy Orton. Mais on voit que les coups sont pas atténués. Alors je sais pas si c'était prévu. Mais au bout d'un moment, on voit l'arbitre qui grimpe sur le ring et qui commence à foutre les gants. Et puis je regarde et là je vois une mare de sang large comme ça sur le ring. En fait, Randy Orton était ouvert de ça de long sur ça de large sur le crâne. Alors je sais pas si ça m'étonnerait que ce soit avec des coups de coude et des coups de poing qu'on puisse faire ça, ou s'il s'est pris une lame, s'il a pris une lame pour s'entailler lui-même, si c'était prévu. Mais en tout cas, le match se termine comme ça par KO technique. Voilà, TKO, j'ai dû chercher la traduction parce que ça m'a fait bugger. Et puis Brock Lesnar a continué une ou deux fois à remettre des coups à Randy Orton juste pour la bonne cause, enfin pour le voilà. Shane McMahon est arrivé pour protéger Randy Orton et s'est pris un F5 et Brock Lesnar s'est barré et on a terminé SummerSlam comme ça. Ouais, déjà, le no contest sur le titre US, ça m'avait laissé perplexe, mais alors terminer sur ça, c'est juste du foutage de gueule. Parce qu'on nous fait un teasing qui lui a vraiment duré pendant 2 mois, parce qu'on nous l'a dit il y a 1 mois et demi, parce qu'on nous l'a dit il y a 1 mois et demi que ce sera Randy Orton qui affrontera Brock Lesnar à SummerSlam. On nous vend ce match pendant des semaines et des semaines, il y a des promos qui sont faites, et puis au final, ça se termine comme ça avec un mec qui saigne un petit peu trop pour la télé PG et ça s'arrête là. Et puis de toute façon, je vois pas Brock Lesnar revenir pour avoir un deuxième match à Hell in a Cell ou Clash of Champions ou quoi que ce soit d'autre, en tout cas dans les prochains jours qui suivent. Donc très très déçu de terminer par une bouse pareille. Ça me fait profondément chier. Je suis d'ailleurs content d'être allé me coucher dimanche soir et d'avoir regardé ça que le lundi matin. Parce que si je m'étais forcé à rester réveillé le dimanche soir pour terminer par regarder cette merde, là je m'en serais voulu quand même. SummerSlam a bien commencé. La première moitié du show était très intéressante. Et puis à partir du titre WWE, en fait, ça s'est détérioré. On a eu des matchs beaucoup moins bons. Et ce que j'ai trouvé amplement dommage. Le show partait bien, on a eu des bons trucs, 2-3 très bons matchs, et puis ça, à partir du titre WWE, ça s'est arrêté. On n'a pas eu donc beaucoup de changements de titre, hein. On a eu juste bien sûr le titre universel qui est passé à Finn Balor et puis le titre des femmes. Bon, ça je pense que c'est un peu dû à la blessure de Sasha Banks.
c'était loin d'être un bon SummerSlam pour moi. Je suis vraiment resté sur ma faim. En tout cas pour ce qui est de la deuxième moitié du show, c'était long en plus. Faut savoir que 6 heures de catch, faut vraiment être mort de faim pour se les taper les 6 d'affilée. Je vais parler maintenant du Raw qui a eu lieu lundi soir. Alors de quelques points qui ont été mis en place. Donc bien sûr la blessure de Finn Balor, je l'ai apprise le soir, le lundi soir, le mardi matin quand je regarde les résultats de la veille, bien sûr. Donc ça je pensais que c'était une kayfabe au départ et en fait non, kayfabe ça fait partie de la storyline. Donc non, il est vraiment blessé à l'épaule, il sera absent de 4 à 6 mois, il a été opéré hier. Donc du coup il rend le titre à Mick Foley qui annonce un Fatal 4-Way pour lequel les catcheurs vont devoir se qualifier. Donc il y a des matchs de qualification qui auront lieu dans la soirée. Les matchs ont eu lieu, donc on a eu Sami Zayn qui a perdu face à Seth Rollins, donc qui s'est qualifié, Big Cass qui s'est qualifié face à Rusev qui était encore blessé de la veille aux côtes, Kevin Owens qui s'est qualifié face à Neville, et Roman Reigns qui s'est qualifié face à Chris Jericho. Donc ça nous donne Seth Rollins, Big Cass, Kevin Owens et Roman Reigns normalement la semaine prochaine pour déterminer le champion universel de la WWE, et j'en parlerai en temps voulu. Je vais pas faire mes prédictions maintenant, même si elles se portent sur Seth Rollins. Les Dudley Boys qui annoncent leur retraite, donc ils l'ont annoncé plus tôt dans la journée du lundi. Les gens ont déjà commencé à réagir dessus et eux ils sont venus sur le ring et puis ils ont fait leur petit discours. Ils ont été interrompus par les Shining Stars. Ils leur ont offert deux billets pour Porto Rico et puis ils ont eu le droit à ils se sont pris un 3D dans la gueule. Et au moment où ils ont sorti la table, c'est Luke Gallows et Karl Anderson qui sont arrivés et puis qui ont cassé la gueule aux Dudley Boys. Et puis ils ont fini par partir sous les acclamations du public, je parle des Dudley Boys. Donc apparemment c'est terminé, je pense que c'est pour pallier au départ de cette équipe-là qu'on nous a créé quelques nouvelles. Ensuite on a eu droit à Titus O'Neil qui continue son espèce de rivalité avec Darren Young et Bob Backlund. C'est tout. J'ai l'impression que Titus O'Neil est en train de faire du face heel à la Big Show, ce qui me fait un peu peur. Bayley qui a fait ses débuts à Raw aussi, donc je pense que c'est aussi pour pallier au départ de Sasha Banks, qui est arrivé pour faire un match face à Dana Brooke, qui est redevenue la protégée de Charlotte. Et apparemment Bayley est en train de rentrer dans la course pour le titre des femmes de Raw. Les New Day et les face au club, ça continue. Ce qui était bien évidemment logique après ce qu'on a vu à SummerSlam. Donc voilà, pas plus de choses à dire. C'est une rivalité qui marche. Je pense que je sais pas si le Gallows et Karl Anderson vont en sortir vainqueurs, mais en tout cas ils grimpent, ils commencent un peu à me plaire au niveau de ce qu'ils font en dehors du ring, leur espèce de petite mini-série en faisant les docteurs pour rechercher la maladie de la ring postaitis ou je sais plus quoi. Moi ça m'a fait rigoler. Et puis je crois que c'est tout pour ce qui... on a appris que Sasha Banks était blessée, donc elle ce sera pendant 2 mois apparemment, donc elle reviendra après Clash of Champions, donc ça a lieu fin septembre, donc on la reverra je pense fin octobre, début novembre, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais passer maintenant à SmackDown. Alors on a eu pas mal de choses aussi à SmackDown qui est en train de plus m'intéresser que Raw. AJ Styles, donc ça c'était le main event, il a gagné face à Dolph Ziggler en main event, et il devient le prétendant numéro 1 au titre de Dean Ambrose. Donc ça a commencé par une espèce de rivalité entre les deux gars, pas une rivalité mais une engueulade, une embrouille dans les vestiaires. C'est Daniel Bryan qui a annoncé le match, et puis voilà. Ensuite, on a eu plusieurs annonces par Daniel Bryan et Shane McMahon. Tout d'abord, des nouvelles ceintures. La ceinture pour la division des femmes de SmackDown, qui est ni plus ni moins que la même chose que celle des femmes de Raw, sauf que au lieu que le fond soit rouge, il est bleu. Encore une fois, vive la créativité des créateurs de ceintures de la WWE. Pour ce titre-là, il va y avoir un Six-Pack Challenge qui sera le tout premier Six-Pack Challenge féminin qui aura lieu donc à Backlash le 11 septembre.
Alors, je ne me rappelais plus exactement du Six Pack Challenge. Il faudra que je me remette ça en tête. De toute façon, j'en parlerai dans ma vidéo de prédiction. Ensuite, on a eu aussi les titres par équipe qui sont arrivés à SmackDown, qui eux sont comme les titres par équipe de Raw. La différence, c'est que la ceinture est bleue et que le centre, la plaque, au lieu d'être en bronze, elle est couleur argent. Donc voilà, ils ont demandé aussi ce que les gens pensaient des ceintures. Je regarderai plus tard, mais je suis sûr qu'il y a des avis très très intéressants. Donc, pour bien sûr gagner ce titre, il va y avoir un tournoi de tag team. Donc 8 équipes qui vont s'affronter. Et la finale se jouera à Backlash aussi, donc le 11 septembre. Donc pour l'instant, on a eu American Alpha qui a battu Breezango, qui avance en demi-finale. Les Usos ont battu The Ascension et avancent en demi-finale. Donc American Alpha et les Usos s'affronteront pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. La semaine prochaine, donc, on aura les Vaudevillains qui affronteront donc l'équipe qui reste, c'est-à-dire j'ai oublié, bien évidemment. Merde, c'est qui ? Ah, ça m'énerve. Isletter est aussi arrivé pendant ce discours-là, en disant qu'il voulait au moins rentrer pendant la course au titre. Et Shane McMahon lui a annoncé que s'il voulait un contrat à SmackDown, il fallait absolument qu'il gagne le titre par équipe. Et donc, bien sûr, qu'il se trouve un partenaire. Et après avoir demandé à Arn Anderson et à je sais plus qui, il a fini avec Rhino. Ce qui est une très bonne chose, ça va, je sais pas pourquoi, ça me donne envie, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer, je pense que Rhino va strictement tout faire, et puis voilà, ce sera tout. Carmella qui a décidé de jeter son dévolu sur Nikki Bella, alors je sais plus qui est face, qui est heel, mais elle devait tout simplement s'affronter en match simple pendant SmackDown. Et puis elles ont Carmella a décidé de tout simplement se mettre sur la gueule avec Nikki Bella et ça s'est arrêté là. Plus tard dans le Talk Smack, c'est Carmella qui est arrivée en pleine interview de Nikki Bella pour l'attaquer une deuxième fois dans la soirée. Donc je pense que c'est une rivalité pour accueillir le retour de Nikki Bella et aussi pourquoi pas pour promouvoir Carmella. Et dernière petite chose, Bray Wyatt qui a refait son apparition et qui a décidé de lui s'attaquer à Randy Orton. Donc nouvelle rivalité. Ça me fait un petit peu peur parce que Randy Orton ne joue pas vraiment dans cette catégorie-là. Mais on va voir. On va avoir des choses intéressantes. J'en ai terminé avec SmackDown, avec Raw et avec SummerSlam. Ça m'a essoufflé, il fait chaud. Mais en tout cas, n'hésitez pas vous à commenter, à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à dire ce que vous avez pensé des shows actuels. Donc on se retrouvera, je pense, de semaine prochaine, ou peut-être semaine d'après, j'arrive pas à calculer, peut-être semaine d'après, voilà plutôt, d'ici 2 semaines pour la vidéo des prédictions pour Backlash. Donc elle arrivera peut-être un petit peu plus tard parce que c'est SmackDown, donc il faut que j'attende d'avoir vu le dernier SmackDown pour faire mes prédictions. Et on verra. Ça m'étonnerait qu'on ait un show de 3 heures exprès pour Backlash parce qu'il n'y a pas assez de superstars pour mettre tout le monde. Mais on verra bien ce que la WWE nous propose. J'en ai terminé, je vous laisse avec la toute dernière chanson de Metallica qui s'appelle qui s'appelle comme ça. Et puis je vous dis à tout bientôt les amis, profitez bien du reste de vos vacances. Je vous fais plein de bisous et à plus et à ciao et à ciao et à ciao.